Salam alaikum, Azul Flaouen, bonsoir. La révolution populaire contre le régime en Algérie est entrée vendredi 22 novembre dans son 10e mois en refusant toute marche arrière à l'approche de la présidentielle contestée du 12 décembre, perçue comme une manœuvre du pouvoir pour se régénérer. Après avoir réussi l'arrêt du 5e mandat et faire barrage à l'élection du 4 juillet, désormais le peuple algérien est déterminé plus que jamais à aller jusqu'au bout en obtenant le départ du régime qui dirige l'Algérie depuis 1962. Des millions d'Algériens sont encore sortis aujourd'hui dans toutes les villes du pays pour exprimer le rejet du rendez-vous électoral décidé par le chef d'état-major de l'armée et la volonté populaire d'aller vers une phase de transition. Le rejet massif de la mascarade électorale sur l'ensemble du territoire national confirme l'aspiration du peuple algérien à un changement du système et non à un changement dans le système, tel que voulu par le pouvoir réel, appuyé dans sa démarche par ses relais politiques et médiatiques. Nous demandons la liberté, on ne fera pas marche arrière, ont martelé en chœur la foule dans toutes les villes du pays. Ce 40e vendredi s'est aussi distingué par l'arrestation de plusieurs manifestants à Oran, Stif et plusieurs villes du pays. Il y a 9 mois, on est sorti marcher pour empêcher Bouteflika de mourir dans le fauteuil de président et on marchera jusqu'à la fin de ce régime. Marteler les manifestants exigeant la mise sur pied d'institutions de transition pour remplacer le régime actuel. Les Algériens refusent que le pouvoir incarné depuis le départ de Bouteflika par le général Ahmed Gaïd Saleh, chef d'état-major de l'armée, organise le moindre scrutin. Il n'y aura pas d'élection présidentielle le 12 décembre. Les généraux à la poubelle et l'Algérie obtiendra son indépendance, ont également scandé les manifestants dénonçant les manœuvres de ce régime. Ahmed Gaïd Saleh a affirmé vendredi à Ouargla que toutes les tentatives désespérées ciblant la sécurité et la stabilité de l'Algérie ont échoué et vont encore échouer. Grâce aux efforts laborieux et fructueux de l'AMP, il continue que toutes les dispositions ont été prises pour la réussite du processus électoral, se félicitant de l'adhésion du peuple à son armée et à sa détermination à aller vers l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. Choufi Akhouya. Dans un autre volet, jeudi soir, le député européen Raphaël Glucksmann a annoncé sur son compte Twitter que des millions de citoyennes et citoyens manifestent depuis des mois chaque semaine, et même plusieurs fois par semaine, pour la démocratie, la justice, la liberté et la dignité. Juste là, de l'autre côté de la mer. Et nous, si bavards sur tout ce qui se passe ou ne se passe pas à l'autre bout du monde, nous n'avions apparemment rien à dire sur l'extraordinaire mobilisation pacifique d'un peuple si proche, géographiquement, historiquement et culturellement, comme si cette proximité nous rendait soudainement aphones. Sam Cooke, auteur, compositeur, interprète, chantait de l'injustice qu'a subie les Afro-Américains dans le Mississippi aux États-Unis. Avec ces belles paroles, il disait: It's been a long, long time coming. Ça fait un long, long moment que j'attends. But I know a change gonna come. Mais je le sais, un changement va arriver. Oh yes, it will. Oh oui, c'est vrai. Ce 40e vendredi de marche prouve que le pouvoir est totalement isolé et que nul ne peut arrêter la marche du peuple vers la liberté.
40e vendredi. Les Algériens d'une seule voix, c'est le titre de notre émission ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Tahar Khalfoun, juriste et écrivain, Samir Ougargouz, directeur général Légal Solutions, et depuis Alger, Badreddine Gerfa, ancien cadre du FIS, Adel Djebbar, depuis le Canada via Skype, observateur politique. Adel Djebbar, je vais commencer avec nous, le temps que les invités du studio arriveront. Adel Djebbar, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, merci pour l'invitation, Nasser. Un petit coucou à vos invités et à tout notre peuple. Alaykoum salam, merci beaucoup Adel Djebbar. Adel Djebbar, je commencerai donc par évaluer la journée d'hier, ce vendredi 40e, donc ce 40e vendredi. Là, on est dans le 10e mois. Le peuple reste mobilisé et déterminé. Quelle est votre lecture des marches d'hier? La marche d'hier, comme celle de toutes les marches qui ont précédé, notamment la grandiose marche du 1er novembre, était tout simplement magique. Ce peuple-là est déterminé à aller jusqu'au bout, pour reprendre une expression d'un jusque-boutiste qui pensait s'amuser. On a eu ce genre de déclaration saugrenue de la part des anciens du régime qui disait que le 18 avril, après la réélection de Bouteflika, ça allait être la fête. Donc ils sont encore dans cette logique, dans ce déni de réalité. Ils sont dans une bulle qui est la leur. Ce monsieur qui a fait des déclarations à partir de Ouaggla et qui citait un peuple, j'avais comme l'impression qu'il parlait du peuple de Papouasie ou de Corée ou d'un autre peuple, autre que le peuple algérien. Le peuple algérien est descendu en masse. Il a investi massivement la rue hier pour rejeter de façon définitive, non pas les élections, mais la reproduction et le recyclage de l'ancien système qui nous a ruinés, et que cet état-major, ainsi que tout le personnel politique illégitime et illégal, anticonstitutionnel, tente désespérément de recycler et de lui accorder une vie un peu plus longue. Les Algériens d'aujourd'hui sont déterminés, notamment cette formidable jeunesse qui a surgi de n'importe où, qui a surgi de façon totalement inattendue. C'est un véritable miracle qui s'est produit en Algérie depuis le 22 février. Les Algériens ont une prise de conscience et une lecture politique de leur situation d'une façon inimaginable. Personne ne s'attendait à ce genre de comportement, à ce genre d'union, à ce genre de mobilisation et à ce genre de positionnement politique très avant-gardiste. Les Algériens sont conscients que s'ils ratent le coche cette fois-ci, on est parti pour un autre 12 siècles. Très bien. Restez avec moi, Adel Djebbar. Restez avec moi. Je passe à Badreddine Gerfa. Badreddine Gerfa, ancien cadre du FIS. Marhaba bik, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si Badreddine Gerfa, Adel Djebbar dit que c'est historique ce qui se passe en Algérie, et c'est même, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, 10 mois de marche pacifique, cette détermination du peuple algérien à tourner la page du régime qu'il a connu depuis 62. Quelle est votre lecture par rapport à ce qui s'est passé? Hier, on a vu des millions d'Algériens sortir encore dans les rues et demander donc l'annulation de ces élections et bâtir une nouvelle Algérie. Salam alaikum. D'abord une petite remarque, Nasser, si vous permettez, parce que dans un quart d'heure, je ne serai plus là. Permettez-moi de vous demander s'il y a des questions. Vous me posez toutes les questions. Très bien, si Badreddine Gerfa, je ferai en sorte pour respecter ça. Vous m'avez dit que vous allez prendre la route vers Tarf, je pense, pour la visite de votre fils qui est en prison. C'est ça, c'est Badreddine?
Exactement, exactement. Donc, dans pratiquement 15 minutes, je démarre. Donc, s'il y a des questions, ensemble, bon, je réponds, Inch'Allah. Très bien. Allez-y, je vous en prie, Yassi Badardi. Donc, تحية لك سي ناصر, تحية للطاقم المغاربية et تحية خاصة à ce peuple merveilleux, le peuple algérien, à cette jeunesse, à ces femmes algériennes dans les rues. Exactement ce qui se passe maintenant en Algérie, c'est unique au monde et c'est unique aussi en Algérie parce que d'habitude, cette Elisabeth, bon, ils passent leur présidentielle avec leurs candidats sans aucun problème et les Algériens étaient là et il était neutralisé parce qu'il s'est passé dans les années 90. Il n'y avait rien. Mais maintenant, ce peuple merveilleux, cette jeunesse, s'est réveillé pour plusieurs raisons. Et maintenant, 9 mois dans la rue, dans un sursaut fabuleux, magnifique, beau. Je ne peux pas donner des qualificatifs parce que ce que je vis, c'est quelque chose d'inespéré, c'est un rêve qui se réalise. Donc, et ceux-là ne peuvent pas répondre à ce désir ardent, à cette détermination de la jeunesse pour un changement radical. C'est pour ça que les Algériens قالوها تتنحاو كاع وما قالوش تتحاسبوا كاع وقالوا بلادنا ونديروا راينا. Le peuple algérien veut donc construire son régime politique, choisir sa façon de gouverner, les méthodes de gouvernance, les lois, quelle sera la justice, quelle sera l'I'lam, etc. Cela, bon, maintenant, c'est la fuite en avant du dictateur, c'est la fuite en avant de Hitler, c'est la fuite en avant de Mussolini, c'est la fuite en avant de Firaoun, en fin de compte. Et puis, il y a tellement d'intérêts colossaux en Algérie, des intérêts stratégiques, des intérêts géostratégiques, des intérêts financiers, des intérêts économiques dont profitent malheureusement les puissances occidentales et à leur tête la France et dont ne profite aucunement malheureusement le peuple algérien et surtout cette merveilleuse jeunesse algérienne. Mais laissez-moi, c'est la seule vous dire que ce que je vis avec cette jeunesse, que je salue, que je respecte, qui est vraiment dans un autre monde, dans une autre phase. Comme l'a dit un jeune chez nous à Annaba, une fois sur votre al-Qanat ta'koum, قال احنا nous vivons l'Aoulama, nous sommes dans l'Asr al-Aoulama et ce régime est dans la préhistoire. Donc c'est impossible qu'ils comprennent, mais croyez-moi, tant que ce peuple il a réalisé, cette merveilleuse jeunesse a réalisé ce que nos générations n'ont pu réaliser, c'est-à-dire ils ont réalisé quelque chose d'extraordinaire, c'est l'unité nationale dans la diversité, ils ont réalisé la solidarité, la fraternité, ils ont compris que le problème de l'Algérie, c'est ce régime malfrat, ce régime qui est vraiment un danger, non seulement pour l'Algérie, mais pour toute l'Afrique du Nord et pour l'Europe aussi, parce que n'oublions pas que nous sommes dans le bassin méditerranéen et que nous sommes à la porte de l'Afrique, à la porte donc du Sahel, nous sommes sur une poudrière. J'espère et j'ose espérer que dans ce régime, il existe encore certains sages qui essaieront d'annuler ces élections qui n'ont de nom d'élection que le nom, parce qu'il n'y a pas d'élection, on ne peut pas avoir d'élection dans ce qui se passe maintenant, avec toutes ces arrestations, avec toute cette répression extraordinaire. Voilà. Vous êtes en train de parler d'arrestation, Badreddine Guerfa. Je vais essayer de vous poser le maximum de questions comme ça. Je vais vous libérer. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'arrestation de votre fils? Écoutez, mon fils fait partie de cette jeunesse. Pour moi, mon fils, c'est un militant parmi tant d'autres. D'ailleurs, j'ai voulu donner un message à ces malfrats. Une journée après son arrestation, je ne savais même pas où il était et je suis venu à Alger pour manifester avec notre cher peuple et aussi pour fêter le 20e anniversaire de l'assassinat d'un autre jeune qui était un espoir aussi des Algériens, Feu Abdelkader Hachemi rahimahullah. Et maintenant, mon fils, il a été kidnappé
dans un café. Et puis, on ne savait même pas où il était. Bon, en fin de compte, à 11h30 du soir, il nous a téléphoné quand même. Daloun a cette petite faveur Tabqou le Kanoun, à 11h30 du soir, quand je suis chez eux. Le lendemain, moi, je suis venu à Alger, j'ai appris par certains avocats qu'il a été, la justice de la nuit. Il a été transféré donc au tribunal de Tarf, à 60 km de notre résidence. Ce qui m'a plu, parce que les avocats, d'après les premiers échos, ont tellement pleuré parce qu'il est le Qadi en tant que militant digne, fier, en répétant les slogans Tachiad, Medeniya, Meshi Askaria, Bled, Bled, Naondi, Uraïna, Klisul Bled, Sedatin. Ce qui a fait pleurer les avocats, c'est cette jeunesse-là, mon fils. Sauf, en cas, j'ai dit dans certaines vidéos que Abdelkader Hachani, c'était le prototype d'un jeune. Il avait 35 ans quand il avait conduit le fils, c'est ingénieur pétrolier. D'après la constitution algérienne, à l'époque de 89, le parti qui est victorieux, c'est lui qui fait le gouvernement, il sera chef du gouvernement. Ça voulait dire que c'était une aubaine pour la jeunesse pour prendre ses responsabilités politiques, économiques, sociales et culturelles. Malheureusement, les dictateurs ont voulu autrement. Ils ont créé cette fameuse guerre contre le peuple algérien qui a fait 250 000 morts. Ils ont fini par assassiner Abdelkader Hachani quand il a refusé la concorde sécuritaire qui n'était pas une véritable concorde. Donc, et aujourd'hui, ils font la même chose. Maintenant, il y a la jeunesse algérienne qui s'est exprimée dans le Sanadikh al-Ikhtira en 91. Cette fois-ci, cette même volonté populaire, elle est dans les rues, elle fait shawara, et toujours cette dictature. Maintenant, ils ne tuent pas, mais ils maltraitent les jeunes. C'est une répression féroce. Ils les mettent en prison. C'est la même chose. C'est toujours la même chose. Dans les pays occidentaux, et la fermeture de l'Magharibia sur Etelsat, on est la preuve flagrante. Mais ce que j'ai vu ce vendredi à Alger, ce qui s'est passé d'ailleurs à Annaba aussi, dans d'autres villes, c'est un peuple qui est vraiment déterminé, un peuple qui dit que cette fois-ci, on rattrapera, Inch'Allah, le coche. Je salue donc cette jeunesse, je salue particulièrement les jeunes de Annaba, hommes et femmes, pour leur détermination. Moi, j'ai vu des femmes qui manifestaient jusqu'à 10h du soir dans une petite ville de Annaba. Donc, Yoktlou, Mayaklouch, Yoktlou, le siège, moi j'ai 65 ans, je suis fier de Brahim Al-Almi, je suis fier de Zakaria Al-Monkad, je suis fier de tous ces jeunes, de tous ces millions de jeunes. Il n'y a pas que Zakaria qui est mon fils, tous ces millions de jeunes, Ramouledna, où Inch'Allah, on le laissera un pays digne où ils auront tout le temps, toute la latitude, toute la sérénité pour construire un pays. Très bien. Badreddine Guerfa, j'ai juste une petite question, juste pour rappel, pour dire que Abdelkader Hachani a été assassiné donc le 22 novembre 1999, 20 ans après. Badreddine Guerfa parlait de cet assassinat, mais on reviendrait à ce qu'a dit Adel Jabbar. Badreddine Guerfa, il a parlé qu'on est en train de vivre un miracle depuis le 22 février. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce miracle? Est-ce que vous pensez qu'on arrivera aussi à établir la revendication du peuple algérien qui demande à bâtir une nouvelle Algérie? Badreddine Guerfa? Oui, je suis avec vous. Oui, je suis convaincu. Je suis convaincu parce que c'est la première fois qu'on arrive à battre le régionalisme, on dit c'est la première fois qu'on sort des carcans idéologiques. Moi, je suis du fils et je vois, on sort du carcan. Maintenant, tout ce peuple, il a compris que nous sommes unis, donc je pense qu'ils n'arriveront pas à vaincre ce peuple. C'est une question de temps. J'appelle pour l'occasion les appareils, je ne dirais pas les militants, les appareils politiques de toutes les tendances
à se confondre avec ce peuple, à comprendre le message de ce peuple. Ça fait 9 mois que le peuple est dans la rue. Sinon, ces appareils vont certainement être aussi dégagés. Et j'appelle aussi tous les militants sincères de tous les partis politiques à comprendre le message du peuple et ne pas être prisonniers de leurs appareils politiques qui ont peut-être certains intérêts restreints, certains intérêts personnels. Donc c'est mon message à tous les militants de ce pays. Mais crois-moi, on y arrivera, Inch'Allah, parce que ce que je vis, moi j'ai toujours les larmes aux yeux quand je vois ce qui se passe dans la rue. Je vous assure qu'Alger, ce vendredi, c'est incroyable. Quand Ali Lapointe est revenu, rahimahullah, après plus de 60 ans, Hachani, il revient après 20 ans. Ce peuple n'oublie pas son histoire, il se réapproprie son histoire, il se réapproprie novembre, il se réapproprie toute son histoire et il dit à ce régime malfrat, dégage, dégage, dégage. Cette jeunesse, cette shabab, mekhaf min walou, shabab, shabab, il croit en ses possibilités. Araf Odoratou, il a enlevé de son cerveau l'Uboudiya, Taharrara, c'est question de temps, Inch'Allah, hadi shabab. L'homme, on passe le témoin à cette jeunesse, et cette jeunesse, elle est capable, Inch'Allah, parce qu'elle a du génie, elle a du courage, elle a étudié dans les grandes universités, ils sont cultivés, عندهم les moyens, les réseaux sociaux, les moyens Internet, je crois, راهم في عهد المعلوماتية ومعهد الخدمات وهؤلاء ما زالوا في عهد pour votre gouverne. Je termine avec ça, parce que c'est l'heure. Oui. Mon fils, par exemple, داروا له واحد التهم غرانديوز يعني زوج جنايات وزوج جنح منها الوحده الوطنيه تهديد الوحده الوطنيه منها مع جماعات كذا لاستهداف استقرار المؤسسات الجزائريه alors que ce peuple là il dit المؤسسات dégagées donc وراكم رايحين بهذا الشيء دايروا ce jeune qui a 30 ans qui a étudié à l'université qui n'a même pas 200 dinars pour avoir un sandwich هذا يهدد الوحده الوطنيه ويهدد استقرار البلاد. سمعناكم بكري في لاكور سلطه ليطا تاع المديه وسي لا ميم شوز ميم عقليه ويا فايت دون لو ميم بول. احنا تعلمنا ديننا، احنا نو سوم ان بوبل مسلمان، تعلمنا الاجال بيد الله والارزاق بيد الله. فو نالي ما تخوفوناش. خلاص ميرسي. خلاص ديما جيري فيف لا جينيس الجيريان، فيف لا فام الجيريان، وربي يطلق السراح جميع معتقلين ومختطفي الجزائر وعلى راسهم خونا ابراهيم العلالمي qui vraiment qui harcelait كما harcelait زكريا. Mais nous sommes tous de toute façon. Merci Badreddine Guerfa, je sais que vous avez la route devant vous. Je voulais juste vous dire que on espère, Inch'Allah, la libération de votre fils. Vous allez à Tarf, vous allez prendre la route maintenant, vous me l'avez dit. Je vous souhaite une très bonne route. Inch'Allah, votre fils sera libéré et tous les détenus politiques seront libérés, Inch'Allah. Yatek Saha, Badreddine Guerfa, vous étiez avec nous depuis Alger. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, comme je l'ai annoncé déjà, Tahar Khelfoun, juriste et écrivain. C'est Tahar, marhaba bik, bonsoir. Merci Sahed, barakallahu fik, merci Nasser, merci de l'invitation. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Samir Ougargouz, directeur général de Légal Solutions, juriste aussi. Samir Ougargouz, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Tahar Khelfoun, alors bienvenue et merci d'être avec nous. Donc c'est vendredi, le 40e vendredi, depuis le début donc, de ce mouvement, de cette révolution. Comment évaluer donc, la journée d'hier? On a vu les Algériens qui restent toujours mobilisés par des millions dans toutes les villes algériennes et qui dénoncent toujours le régime et qui dénoncent cette farce électorale. Oui, c'est exact. C'est un mouvement véritablement révolutionnaire qui un véritable exploit, puisque tenir de façon aussi remarquable une mobilisation pacifique depuis 9 mois, ça relève tout simplement de l'exploit. Et c'est ce qui nous motive, c'est ce qui motive les Algériens à aller de l'avant. Et c'est ce que je crois qui va faire
en sorte que cette révolution pacifique inédite depuis l'indépendance de notre pays va, je pense, quel que soit le temps, on ne peut pas dire que c'est dans un mois, 2 mois ou un an. De toute façon, la lutte s'inscrit maintenant dans la durée, elle s'est installée dans la durée, et c'est très bon augure pour l'avenir. Est-ce que vous pensez que le temps est très important ? Est-ce que vous pensez que cette révolution, on ne peut pas la définir dans le temps par ses objectifs et que c'est un travail de longue haleine? Le régime est là, il a des racines. Depuis 1962, donc il a ses racines qui sont là dans toute la société algérienne, dans toutes les institutions, et qu'il faut du temps pour arriver à ces revendications. Mais c'est exact, tout à fait d'accord. Je crois que l'erreur à ne pas commettre, c'est de croire que dans un mois, tout sera fini et que le régime sera démonté. C'est une erreur. C'est un combat pour j'allais dire, commencer à asseoir les premiers jalons d'un état de droit tel que c'est exigé par les Algériens. Il faut au moins 4 ans, 5 ans. C'est pas une course de vitesse. C'est un combat de longue haleine, c'est un combat de longue haleine qui demande beaucoup de temps, parce que c'est un régime effectivement très enraciné, qui dispose encore de ressources, même s'il est très affaibli, qui dispose encore de ressources, notamment la manne pétrolière, il a un appareil répressif bien rodé à la répression. Et donc, je pense que l'échéance du 12 doit être vécue et perçue par les Algériens comme un non-événement, puisque la demande des Algériens de rompre avec ce régime est maintes fois répétée, maintes fois exigée. Je crois que le pouvoir a tourné le dos, il veut absolument tenter un passage en force, mais les Algériens doivent, c'est pas à moi de le dire, nous sommes ici en soutien, c'est aux Algériens de décider, mais en tout cas, continuer la mobilisation de façon pacifique, ne pas dévier de son cours naturel qui est légal et pacifique, je crois que c'est le seul moyen de venir à bout d'un régime qui s'entête dans une impasse en fait. Il n'y a pas d'autre issue que de se mettre autour d'une table. Donc la pression est nécessaire par la mobilisation pacifique pour ramener l'autre partie autour d'une table et négocier sérieusement une issue qui soit consensuelle et qui permettra une rupture définitive avec ce régime qui a produit que de l'échec. Très bien. Samir Ougargouz, comment expliquer donc cette détermination du peuple algérien? On sait que le régime a moult fois essayé d'essouffler cette révolution, ce mouvement, mais les Algériens sont restés déterminés, unis et pacifiques. Moi, je pense déjà dans un premier temps, M. Djoudi, déjà la détermination du peuple algérien, elle part déjà d'un constat, celui d'une injustice criante. C'est pour faire un parallèle et pour dire des choses que peut-être on n'a pas entendues déjà depuis avril ou depuis février, depuis les premières manifestations qui n'ont pas qui ont commencé à Kharata, faut-il le rappeler. Il y a beaucoup de jours, le 16 et le 17, effectivement. Ça part d'un constat, soit d'une frustration, soit d'un manque. Le manque, c'est lequel? C'est le manque d'une justice. On peut l'observer déjà également en France. Avec l'Algérie, en faisant un parallèle, bien qu'il y ait une histoire et un contexte qui est assez particulier, assez différent, on l'observe déjà avec les Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, il part de quoi? Il part d'une absence de redistribution des richesses. On le voit donc, il y a de certaines manifestations qui ont lieu tous les samedis. En France, il y a eu la redistribution de la manne sociale par le RSA, le revenu de solidarité active. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe en Algérie est lié à l'absence de cette... Moi, je pense que ce qui se passe en Algérie, c'est lié déjà de prime abord à un constat qui est flagrant, plus aussi à l'injustice qui a subi le peuple algérien. Un manque de redistribution déjà des richesses nationales, un manque également de respect vis-à-vis des gouvernés. Par rapport à certains gouvernants ou certaines cliques, certains clans au pouvoir. Ensuite, moi je tiens à le dire, peut-être qu'il y a beaucoup de journalistes qui ne le disent pas, il faut quand même rester, M. Djoudi, assez circonspect et avoir assez de recul par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Il y a des puissances occidentales ou des puissances autres qui veulent également qu'il y ait une zizanie. Regardez le cas de la Libye, regardez le cas de l'Irak. Il y a également un certain nombre de personnes qui vous disent « Nous sommes pour l'autodétermination des Algériens, nous sommes pour une meilleure justice », mais ce n'est pas vrai. On l'observe également ici en France avec certaines personnes qui vous disent « Moi, je suis pour la révolution, je suis pour l'émancipation des Algériens, pour leur liberté », mais en réalité qui sont mus uniquement
que par leurs petits intérêts personnels, voire petits intérêts politiques pour certaines personnes qui sont dans le mouvement politique. Donc, moi, j'appelle les Algériens, à toute personne qui veut s'émanciper, qui veut que ses libertés soient reconnues. Je fais un parallèle également assez rapide pour l'ensemble des personnes qui ont été emprisonnées en Algérie. Je ne sais pas si c'est des détenus politiques, je ne sais pas si le fait de manifester avec un emblème, un drapeau, quel qu'il soit, puisse reposer sur les fondements juridiques d'avoir commis un acte politique ou que ce soit un acte délictuel ou criminel. Donc je ne sais pas sur quel fondement juridique ont reposé ces décisions. Je n'ai pas pu y avoir accès. Mais moi, j'appelle le peuple à être assez circonspect, d'avoir assez de recul et de retenue par rapport à ce qui peut se passer. Parce que si vous allumez votre télé depuis le 20 avril, qu'est-ce qui se passe? Bouteflika a démissionné, il y a l'armée qui est au pouvoir, il y a des détenus politiques et il y a quelques affaires qui émergent ici et là. Mis à part ça, si vous avez allumé votre télé en avril et vous la rallumez maintenant, rien n'a changé. Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez posé. Moi, ce qui peut se passer, moi, personnellement, je n'ai pas les dessous des cartes. Même les personnes, les tenants au pouvoir actuellement, qui puissent être de l'armée ou qui puissent être de certains partis politiques qui se revendiquent en tant que tels, je pense qu'il y a plusieurs scénarios qui sont en train d'être escamotés. Il y a peut-être certaines vues, certaines visions, mais même les gens qui sont au pouvoir, actuellement, ils sont en train d'élaborer différents scénarios. Bon, on essaye de rester optimiste par rapport à ce qui pourrait se passer après le 12, après les élections du 12 décembre 2019. Mais moi, je reste assez... Bon, j'ai quand même beaucoup d'optimisme pour ce qui peut se passer. Très bien. Mais on parlera des scénarios, mais aussi vous parlez qu'il y aura peut-être une élection présidentielle, mais les Algériens disent que je reviendrai à vous, Samir Gargouz. Adel Djebbar, est-ce que les Algériens doivent penser que l'élection présidentielle, il y aura élection, est un non-événement? Tahar Khelfoun dit que le travail, si on veut changer l'Algérie, c'est un travail de longue haleine et qu'on doit prendre le temps qu'il faut et qu'on ne doit pas dire que notre avenir est avant le 12 ou après le 12 de décembre. La date du 12 ne représente strictement rien pour le peuple algérien. Les Algériens sont sortis le 22, non pas pour des quêtes sociales, pas pour demander du yaourt ou du pain ou du poisson. Ils sont sortis pour demander quelque chose de beaucoup plus sacré, la liberté, la citoyenneté et la réappropriation de leur pays confisqué par une junte militaire criminelle depuis 1962. Nous avions été méprisés par des images et des situations dramatiques de gens qui portaient un portrait. Adel Djebbar, ils ont fait échouer aussi deux élections. Excusez-moi, Adel Djebbar. Ils ont fait échouer aussi deux élections. Une élection qui était prévue donc le 18 avril, ce qu'on appelait le 5e mandat, et l'élection du 4 juillet. Est-ce que donc cette élection qui est prévue le 12 décembre et que le régime veut en faire comme quoi c'est un changement que demande le peuple algérien, alors que les Algériens arrêtent de scander « Markash intikhabat ma'a al-isabat ». Le régime militaire est dans sa logique dictatoriale. L'armée, quand elle est sortie de derrière les rideaux, elle est venue non pas nous proposer ce que le peuple demandait, c'est-à-dire une transition démocratique. Au lieu et place de cette transition démocratique, l'armée a imposé une dictature comme transition. Les Algériens ont tourné le dos définitivement à ce régime. Ils ne lui donnent aucune autre chance de pouvoir se recycler et de prolonger sa vie. Nous avons rompu avec ce régime-là. C'est un divorce sans appel. Il faudrait que l'armée le comprenne. Si Gaïd Salah ne l'a pas compris, il est dans ses torts les plus absolus. Ils ont essayé, ils ont tenté toute forme de division, de diabolisation des Algériens, de diabolisation d'une région particulière de l'Algérie. Ils se sont encore une fois plantés parce qu'ils se sont trempés de peuple. L'Algérie est constituée d'un peuple riche,
divers et diversifié, qui a des liens de sang, d'amour et de respect. Nous ne sommes pas deux ethnies comme c'était au Rwanda, des Hutus contre des Tutsis. Donc leur échec est flagrant et les Algériens ont dépassé ce régime. Ce qui me surprend dans cette prise de conscience extraordinaire du peuple algérien, particulièrement cette jeunesse, c'est que à l'époque, avant février, certains partis politiques dénonçaient le cynisme que le peuple avait vis-à-vis de la politique et ils disaient ce peuple-là est fichu, il ne sort pas, il est mort, il ne réagit pas, etc. etc. Aujourd'hui, ce peuple a démontré qu'il dépasse de très loin ces pseudo-élites politiques qui sont absentes du terrain et qui devraient constituer un phare, un guide et une lumière. Chaque pays a besoin d'une élite. Or, malheureusement, l'élite organique que nous avons a toujours, comment dirais-je, pris des postures très opportunistes pour réagir et surfer sur la vague pour pouvoir se repositionner. Nous, la position est extrêmement claire. Elle est sans appel et elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Le peuple algérien a défini son programme et de tous les slogans que le peuple algérien n'a jamais cessé de brandir dans la rue plusieurs fois par semaine. Maintenant, c'est 2 fois et aujourd'hui, j'apprends que les Algériens sont en train de sortir dans la rue, y compris le soir. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté, d'aucun doute. Nous voulons une rupture définitive avec ce système-là. Nous voulons une rupture définitive avec ce régime. Que les militaires finissent par le comprendre. La gériatrie militaire qui commande ce pays de façon musclée, arbitraire et dictatoriale devra comprendre. Ce n'est pas les incarcérations et les emprisonnements arbitraires de la jeunesse qui vont essouffler ou faire essouffler cette révolution-là. On a arrêté 100 personnes, il en sortira 10 000. La révolution est un état d'esprit, ce n'est pas une arithmétique ou un calendrier avec une date. Cette révolution-là va se poursuivre parce que la quête de liberté est très ancrée dans l'esprit des Algériens d'aujourd'hui, notamment cette jeunesse. Rien ne les arrêtera. La peur a changé de camp. Nous n'avons pas, et le peuple, je pense, ne vit absolument aucune crise. La crise est du côté du régime qui veut se maintenir en vie, comme le dit un proverbe indien. Si le bœuf a la force, la terre a la patience. Les Algériens ont une énorme patience. Ils l'ont démontré de façon extrêmement civique, de façon extrêmement civilisée, de façon extrêmement moderne, qui a suscité l'admiration des peuples du monde entier. Même si nous sommes aujourd'hui isolés, nous savons pourquoi nous subissons un blackout médiatique de la part des puissances. Adel Djebbar, on reviendra sur ce blackout médiatique et sur la position aussi des puissances occidentales. Tahar Khelfoun, quand Adel Djebbar parle, c'est un divorce sans appel, il parle aussi de la patience du peuple algérien à continuer à aller dans cette dynamique de la révolution, mais aussi de l'autre côté, il y a le chef d'état-major, Gaïd Saleh, qui est sorti hier, donc il y avait un communiqué du MDN et qui nous parle que le général de corps d'armée Ahmed Saïlah a affirmé vendredi à Ouagadougou que toutes les tentatives désespérées ciblant la sécurité et la stabilité de l'Algérie ont échoué et ils vont encore échouer grâce aux efforts laborieux et fructueux de l'AMP, indique un communiqué de ministère. Ils sont toujours donc aussi dans cette logique d'élection présidentielle et il dit dans son communiqué que le peuple algérien est pour ces élections. Là, on se pose la question, dans quel monde ils vivent ces gens-là? Oui, alors dès lors que la transition démocratique exigée par les Algériens a été écartée par le haut commandement de l'armée, il n'y a pas d'autre issue pour ce régime, pour se régénérer, que le choix d'une élection présidentielle. Il faut rappeler que la crise de 62-63, le régime a choisi l'élection présidentielle du 15 septembre 63 pour élire Ben Bella avec un taux de 90 et quelques. La crise, pareil, de 79, je crois, c'est l'élection présidentielle qui a été proposée. La crise de 92, c'est encore une fois l'élection présidentielle qui a été préférée. Donc seuls
l'élection présidentielle est à même, dans ces conditions bien évidemment, dans ce contexte, sans assigner le fichier électoral, sans libérer les détenus, sans revoir pratiquement les conditions techniques et politiques qui permettent un véritable scrutin honnête et transparent, peut permettre de régénérer sous une forme ou une autre ce régime. C'est pour cela, je crois, le régime s'obstine et le haut commandement de l'armée s'obstine à maintenir coûte que coûte, vaille que vaille, le scrutin du 12 pour régénérer et replâtrer le régime avec quelques réformes cosmétiques, pour régénérer un régime qui est aujourd'hui complètement dépassé, et par la prise de conscience dont parlait M. Djbar, de la jeunesse. Grâce à elle, aujourd'hui, la jeunesse a pris conscience que sa force est dans l'union, est dans le rassemblement, est dans la lutte pacifique. Je crois qu'elle a su tirer profit de nos échecs, de nos expériences passées, des luttes syndicales, des luttes politiques, démocratiques et sociales des décennies 70, 60, 80, 90, etc. Cette jeunesse a réussi quelque chose que nous n'avons pas réussi à obtenir. C'est le passage des luttes sociales, des luttes démocratiques à des luttes véritablement politiques. La décennie 2010 et 2000 était fortement marquée par des révoltes. La presse écrite d'Alger faisait état, il n'y a pas si longtemps, de 10 000 manifestations par an. Ce sont donc toutes ces luttes sociales, syndicales et démocratiques qui ont forgé les luttes politiques d'aujourd'hui. Et d'où cette revendication éminemment politique, c'est la rupture avec le régime. Et vous pensez qu'il y a tout un historique qui a fait que nous sommes arrivés à ce point-là? Absolument. Alors il y a deux raisons. La première cause, d'abord, il faut rappeler l'événement du 9 février 2019 lors d'une réunion du FLN à Alger. Donc le FLN a présenté à la coupole, je crois, ils ont présenté la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat et à son effigie un cadre ou un tableau. Là, c'est un événement, je crois, qui a été vécu comme un affront, comme une humiliation collective de l'ensemble des Algériens. Je crois que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais la raison profonde, la raison lointaine, ce sont toutes ces luttes politiques depuis les années 62-63. Il faut rappeler le travail fait par le PRS, par le FFS, par l'ORP, par le PAX, par les étudiants. Il y a eu des luttes. L'Algérie, c'est une succession de luttes, mais aujourd'hui, cette jeunesse a su tirer les bonnes leçons de toutes ces luttes et qu'elle a transformé, pas en lutte sociale, mais en lutte politique. Et ça qui change, c'est ça la rupture. Et c'est en cela que c'est un mouvement, ce n'est pas un hirak et ce n'est pas une révolte passagère. C'est une véritable révolution par la radicalité de ces instances et par le cours pacifique qui marque profondément ce mouvement et surtout par le fait de reconnecter la société algérienne de façon remarquable avec son histoire récente, l'histoire de la guerre d'Algérie. Puisque nous, à travers 2 ou 3 questions qui sont fondamentales, on voit comment les Algériens renouent avec leur histoire récente, c'est-à-dire à travers l'état civil, Dawla Madaniya Machi Askariya, et là on retourne, ça nous renvoie directement aux assises de la Soumam, dans lequel est consacré le principe de la primauté du civil et sur le militaire. On renoue avec l'histoire de la guerre d'indépendance à travers notamment ce que disent les jeunes, c'est les généraux à la poubelle ou le désert de l'istiqlal, c'est-à-dire on revient à une indépendance. Ce qu'a dit Farhat Abbas est tout à fait aujourd'hui prophétique, c'est-à-dire l'indépendance confisquée. Nous avons réussi à avoir une indépendance, et encore quelle indépendance, puisque l'indépendance signifie rompre le lien de dépendance avec l'ancien colonisateur. Mais un pays qui importe tout ce qu'il consomme, où est cette indépendance? Nous dépendons de l'Occident. Nous dépendons strictement de tout ce que nous consommons de l'Occident. Et troisième grande question inachevée, un grand chantier ouvert, mais qui a été inachevé, là aussi on voit dans les slogans à Alger, l'Assemblée nationale constituante, puisque cette Assemblée nationale constituante élue en septembre 1962 a été dessaisie de sa compétence d'élaborer une constitution par le bureau politique du FLN qui a fait voter une constitution dans la salle majestique à Alger. Donc il faut renouer avec l'état civil,
Il faut renouer avec l'histoire de l'indépendance et il faut renouer avec la Constituante. Seule la Constituante, telle que c'est inscrit dans le programme du premier parti nationaliste algérien, l'Étoile noire africaine, dès 1927, seule l'Assemblée nationale constituante souveraine est à même de restituer le pouvoir constituant souverain au peuple algérien. Très bien. Samir Ougarouz, est-ce que vous pensez qu'on est en train de vivre un moment historique et qu'on n'a pas le droit de passer à côté de ce moment? Moi, très personnellement, je pense qu'au niveau des institutions étatiques algériennes, c'est un moment formidable pour elles de pouvoir prendre la main et de pouvoir accompagner toute cette jeunesse et toutes les revendications du peuple, que ce soit au niveau des libertés individuelles et collectives, pour sortir haut de ces événements. On voit que Bouteflika est resté 20 ans au pouvoir. Qui se souviendra de lui dans quelques années? Mais je me permettrai d'attirer votre attention sur autre chose. On parlait, comme l'a souligné M. Khalfoun, de l'adoration lors de la coupole le 29 février d'un cadre. Bouteflika s'est présenté, il s'est représenté. Entendu, c'est un truc. Mais vous, comme moi personnellement, j'ai discuté avec un certain nombre de personnes qui étaient dans l'institution ou qui étaient ailleurs. Ce sont ces personnes-là qui revendiquaient mordicus le renouvellement et le 5e mandat de Bouteflika que l'on retrouve aujourd'hui même à la place de la République. Et je fais un parallèle avec ce que vous disiez, M. Khalfoun. On parle de 62. 62 et tous les mensonges que t'es colportés de 62 à nos jours et bien avant, avec certaines symboliques qui permettaient de fédérer le peuple algérien autour de l'émir Abdelkader, autour de certaines personnes qui revendiquaient certains droits. Tout ça, c'est faux. Il faut le dire aux Algériens. Tout ça, c'est faux. Et en 62, je ne veux pas me permettre de faire le procès de certaines personnes, ça serait malvenu de ma part. Et peut-être que je vais m'attirer les foudres de certaines personnes. On ne parle pas de certaines personnes également qui se revendiquaient moudjahid, mais qui ont assassiné leurs frères au combat. Ça, je tiens à le dire, les journalistes ne l'évoquent pas. Moi, je vous le dis aujourd'hui même, et je vous le dis franchement, ces personnes-là qui adoraient Bouteflika pour le 2, 3e, 4e et 5e mandat, ce sont ces mêmes personnes actuellement qui se revendiquent du Hirak et qui se revendiquent de l'accompagnement et qui luttent pour les libertés individuelles et collectives. Mais ces personnes-là ont des intérêts. Leurs petits intérêts personnels, où ils sont actionnés par certaines autres personnes à droite et à gauche. Je parlais de puissance étrangère. Vous avez, M. Djoudi, je permets de le dire, parce que certaines personnes... Moi, je lis la presse quotidiennement en Algérie. Vous avez l'émissaire, pas de Macron, mais de M. Mélenchon, qui est venu en Algérie pour revendiquer certaines libertés individuelles. Le peuple algérien le fait assez bien. Il faut le souligner actuellement qu'il y a les élections municipales. Les élections présidentielles, toute élection en France, elle se fait avec la diaspora et avec l'immigration. Si les partis politiques français n'ont pas ces voix, ils ne gagnent pas. Donc, il y a les élections municipales qui sont en train de se faire actuellement. C'est un vivier. S'ils n'ont pas l'approbation et l'accompagnement de cette diaspora en France, ils ne gagneront pas les prochaines échéances qui ont lieu au mois de mars ici en France. Donc, il faut voir les jeux de pouvoir, les jeux politiques, les intérêts qui sont ici et là. Et moi, j'engage, je dis, bon, c'est peut-être pas le moment opportun pour les Algériens, on pense toujours que telle personne est bon pour le pouvoir. Je ne veux pas citer de nom, que ce soit Benflis, que ce soit Bouteflika ou d'autres présidents de la République. Non, il y a des gens dans le peuple, des petites gens, qui ont de très très bonnes idées, qui ne sont pas entendus, même dans un café. Vous pouvez entendre des discussions de café avec des gens très très valeureux, qui ont un vécu et qui ont une vision politique de leur pays. Moi, je vous le dis de tout cœur, hein. Je vous le dis de tout cœur. C'est peut-être pas le moment opportun, peut-être après, quand il y aura peut-être une société démocratique, un état de droit qui sera installé en Algérie. Moi, j'encourage tous les Algériens, que ce soit des Algériens, que ce soit des Français dans leur pays ou d'autres personnes, à s'insérer dans le schéma et dans la vie politique et à rentrer. Ce ne sont pas les gens qui sont capables de gouverner. Le petit peuple, je le dis et je conseille à toute personne de s'insérer dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie militaire, dans la vie intellectuelle et à rentrer. On ne peut pas dire non, c'est Bouteflika qui était au pouvoir, c'est de sa faute. Rentrez, créez des associations, rentrez dans des partis politiques, créez des partis politiques. Unissez-vous, fédérez-vous, ayez un projet, réunissez des fonds, allez de l'avant, pesez. L'avenir n'est pas dans les mains de Gaïd Salah, l'avenir n'était pas dans les mains de M. Boumedienne. L'avenir n'est pas dans les mains de M. Macron ici en France. L'avenir, il est entre les mains de tous les Algériens qui veulent que ça change. Créez des associations, fédérez-vous et allez de l'avant. Moi, c'est le conseil que j'ai à donner aux gens. Le changement ne viendra pas d'en haut. Le changement, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle dans les rues, en Algérie. Les gens qui se réunissent, qui ont des idées, des artistes qui émergent, des poètes, des écrivains, des juristes, des hommes d'affaires aussi, également, des gens de l'institution. Après, on ne peut pas jeter l'opprobre sur toute l'institution militaire. En Algérie, il y a des gens, des militaires ou autres, que je ne connais pas, qui sont pour le changement, qui ont fait des études, qui sont éduqués,
qui sont instruits et qui veulent que les choses changent. Malheureusement, il y a un rapport de force qui est actuel, qui fait que les choses n'ont pas l'air de trop changer. Après, on espère qu'avec le temps, et notamment les échéances, vous le citiez tout à l'heure, cette échéance aura lieu ou n'aura pas lieu le 12 décembre. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'il y aura un président qui sera élu, qu'il soit fort ou faible. Ensuite, ça sera charge à lui de pouvoir rassembler tous les gens. S'il peut les rassembler, ça sera un très très lourd travail pour lui. Et autour de quel projet? Actuellement, moi je pense qu'en Algérie, il y a un réel problème de justice et de justesse. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont emprisonnées pour le port d'un simple drapeau. Mais les Algériens voient qu'il n'y a pas seulement le problème de la justice, mais c'est des problèmes multidimensionnels qui touchent toute la société algérienne, tous les secteurs. Adel Jabbar, il y a eu ces derniers temps la question de la représentativité de ce Hirak 10 mois. Là, on en parle de 10 mois. Est-ce que vous pensez que c'est une question à poser, ou vous pensez aussi que beaucoup d'Algériens pensent que c'est contre-productif et que ce Hirak s'est organisé, cette révolution s'est organisée par elle-même, et on voit beaucoup d'intelligence qui émerge de cette jeunesse et de cette révolution? Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir sur quelque chose qui a été dit par notre frère concernant les opportunistes de Place de la République que je ne connais pas, mais il y en a tellement. Bengrina, pour ne pas le citer, disait lui-même que c'était un fervent défenseur du Hirak, un acteur très actif du Hirak. On ne change rien. Le Hirak aujourd'hui, ou le Hirak, ou la révolution est devenu un fonds de commerce pour que des opportunistes de tous bords puissent se positionner et arriver à grignoter quelque chose. Il y a ceux qui les ont précédés et qui sont actuellement à Harrach, on laissé des places vides pour d'autres bandits, parce que le problème fondamental est le déracinement et le démembrement de ce système-là. Il faudrait, comme l'a dit le jeune qui a inventé le slogan magnifique qui mérite un prix Nobel, il a compris la problématique de ce système et de ce régime-là. Donc, je ne pense pas que les Algériens aujourd'hui auraient besoin de représentants. Le génie du peuple a largement démontré qu'il est très en avance sur ceux qui ont les mains sur le volant aujourd'hui et qui conduisent l'Algérie vers un mur. Et ils sont très en avance sur les représentants de certains partis politiques, pour ne pas dire tous les partis politiques, à l'exception de 2 ou 3 qui sont tout le temps présents dans la rue avec le peuple. Maintenant, rappelez-moi la question, s'il vous plaît, parce que je me suis un peu égaré. La question, c'était par rapport à la représentativité. Est-ce que vous pensez que c'est contre-productif? Il y a beaucoup d'Algériens qui pensent, vous avez parlé que le peuple algérien est en avance, et on a vu cette intelligence dans les slogans, dans cette unité, dans ce pacifisme, et qu'il faut laisser le temps. Sûrement, il y aura des personnes qui vont émerger de cette révolution. Personnellement, je pense que donner une représentation, une tête à ce grand corps qui est le peuple algérien serait une grossière erreur. Ne nous disons jamais qu'il n'y a pas une intelligence collective, il n'y a pas de dirigeants qui sont infus dans ce mouvement-là, dans cette révolution-là, et qui conduisent les opérations depuis 9 mois d'une façon magistrale. Rien qu'au regard des slogans qui sont distillés dans l'est et l'ouest du pays, dans le nord et le centre-sud du pays, avec une synchronisation parfaite, démontre tout simplement qu'il y a une intelligence, qu'il y a un cerveau, qu'il y a une organisation. Sortir des gens aujourd'hui, ce serait phagocyter cette révolution-là, ce serait la diviser, parce que qui vont être les représentants? Comment devrait-on les désigner? Nous ne voulons plus de désignation, nous voulons des élections. Et si nous avons à avoir des gens qui parlent au nom du peuple, il faudrait qu'ils soient élus de façon tout à fait démocratique. Ce n'est pas le cas. Le peuple algérien a dépassé le stade des partis politiques.
des associations, des idéologies. Il a formé un corps unique, un roc qui fait face à un ennemi commun. Cet ennemi s'appelle la dictature. Cet adversaire-là s'appelle la dictature. Nous n'allons pas encore diviser les Algériens autour de questions périphériques et secondaires qui vont leur prendre un temps fou pour être débattues, pour être discutées, pour être analysées et sur lesquelles nous devrons faire beaucoup d'efforts pour trouver des consensus. Cette révolution est un fleuve. Et le fleuve, il charrie toutes les impuretés, toutes les saletés. Il finira par les éjecter de son lit. Il nous restera, comme disent les Algériens, donc ne nous préoccupons pas du temps. Le temps est une éternité. Nous ne pouvons pas le battre, nous ne pouvons pas le gagner. Nous devons le mettre à profit pour aller dans la direction que nous nous sommes fixés, celle de la liberté. Très bien, très bien. Restez avec moi, Adel Djebbar. Restez avec moi, celle de la liberté. Tahar Khelfoun, si on revient un peu sur cette question qui revient dernièrement sur le rôle des pays occidentaux, sur aussi le blackout des médias étrangers par rapport à cette révolution. Il y a un Twitter donc, du député européen Raphaël Glucksmann qui dit des millions de citoyennes et citoyens manifestent depuis des mois, chaque semaine et même plusieurs fois par semaine, pour la démocratie, la justice, la liberté et la dignité. Juste là, de l'autre côté de la mer. Et nous, si bavards sur tout ce qui se passe ou ne se passe pas à l'autre bout du monde, nous n'avions apparemment rien à dire sur l'extraordinaire mobilisation pacifique d'un peuple si proche géographiquement, historiquement et culturellement, comme si cette proximité nous rendait soudainement aphone. Donc je ferme la parenthèse. Donc c'est un Twitter de Raphaël Glucksmann qui est député européen et on parle éventuellement d'une résolution donc cette semaine donc de l'Union européenne par rapport à ce qui se passe en Algérie. Pourquoi donc pourquoi on ne veut pas s'impliquer dans le dossier algérien, pourquoi on ne dénonce pas ce qui se passe en Algérie comme dépassement, comme arrestation arbitraire? Oui. Bien sûr, bon, la position de... il me semble que la crise algérienne, enfin pas la crise de la société algérienne en tout cas, mais la crise du régime, aujourd'hui, et le rapport de la France vis-à-vis de cette question ou des États de l'Europe d'une façon générale, mais il faut dire que les États européens, ils se fient très souvent en dernière analyse à la position de la France. C'est la France qui en gros, traite ce dossier. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que sur la question algérienne, les Français sont divisés. Souvent. Ils sont aussi divisés que nous. Donc, il faut dire aussi quelque chose qui me semble important. Il n'y a pas une France, il n'y a que des Frances. C'est au pluriel. C'est au pluriel. Nous avons toutes sortes de sensibilités, toutes sortes d'oppositions concernant la situation dans notre pays. Donc là aussi, il faut qu'on affine nos analyses pour comprendre exactement quels sont les courants qui traversent un peu cette société et comment ces courants se positionnent, ces courants politiques. Alors concernant maintenant l'État lui-même, il est bien connu, je dis, des lieux communs, si vous voulez, c'est une lapalissade, que de dire que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. La démarche d'un État à l'international, elle n'est pas mue par des convictions politiques, elle est mue par des intérêts. Donc, concernant l'Algérie, le rapport de la France, bien évidemment, c'est un rapport qui consiste à défendre son intérêt immédiat, à très court terme. Et nous, ce qu'on dit, j'interviens un peu à Lyon, auprès des élus, etc., pour leur expliquer, il ne faudrait pas que le rapport franco-algérien soit l'otage des intérêts immédiats économiques de la France. Il faut voir aussi le long terme. C'est fondamental. Parce qu'avec ce pays, il y a des relations historiques, mais très, très profondes. L'Algérie a été... Vous pensez que la France a tout à gagner à accompagner ce mouvement, cette révolution, pour aller vers une démocratie? Mais c'est vrai ce que vous dites, que les États n'ont pas d'amis, mais plutôt des intérêts. Que des intérêts. Par contre, c'est à nous de travailler l'opinion publique française. Parce que si on arrive, par notre intelligence, par nos propositions, par nos analyses, à convaincre l'opinion publique française peut changer la position de l'État français.
Là, il faut complètement... L'approche doit être différente. Il ne faut pas s'adresser... L'État, de toute façon, s'il fait une action, c'est pour défendre ses intérêts. Mais par contre, les opinions publiques ont des convictions. Et là, il faut s'adresser à l'opinion publique, aux leaders d'opinion, aux élus, aux journalistes, aux intellectuels, et leur expliquer. De toute façon, ils suivent de très près. Parce que les liens, je le disais à l'instant, les liens sont très très forts avec ce pays. L'Algérie était française avant le duché de Savoie, avant le duché de Nice, annexé ou rattaché à l'Empire sous le Second Empire en 1860 par Napoléon III en 1860. Alors que l'Algérie était française en 1830 et dans la constitution de la Deuxième République en 1848, l'Algérie est un territoire français. Donc les liens sont extrêmement forts. L'Algérie est le premier pays francophone après la France. Donc il y a plus de 10 millions de locuteurs de langue française. Donc les liens sont très forts. Et là, on touche à un point effectivement très sensible de la politique française à l'extérieur. La France n'est pas, si vous voulez, je parle de la France officielle, n'est pas sa première, vous voulez, n'est pas son premier impair. Rappelons-nous l'assassinat de Halim Sili, un franco-algérien assassiné en France le 7 avril 1987. À Paris, l'assassin a été arrêté, il a été remis aux autorités algériennes. Donc les intérêts qui dictent, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la raison d'État. Aujourd'hui, ce n'est pas la raison d'État, ce sont les intérêts de l'État, ce sont les intérêts économiques. Mais je pense que nous gagnerons à réfléchir autrement, à cibler l'opinion publique française. Parce que si nous arrivons, par nos analyses et par nos arguments, à convaincre l'opinion publique française, je peux vous dire, et sans peut-être risque de me tromper, que l'opinion publique française compte dans ces pays. Ce n'est pas comme dans notre État où on ne gouverne pas avec l'opinion publique, on gouverne contre les opinions publiques. En France, non. On tient compte de l'opinion publique. Donc la position de la France, de l'État, j'entends, l'État français peut changer si l'opinion publique change, si l'opinion publique est acquise à notre cause. C'est ce qu'on fait. Fait pression. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs nos anciens du FLN quand ils ont fait des actions sur le plan diplomatique à l'échelle à l'international. Ils ont commencé à travailler, les intellectuels, à travailler les partis, à travailler. Je crois, il faut privilégier cette approche au lieu de s'enfermer dans cette position constamment, soit à dénoncer, et c'est tout à fait normal de dénoncer, mais nous gagnerons à multiplier les conférences, à multiplier les rencontres avec les élus, avec les journalistes, avec la société civile française. Je crois que c'est la meilleure façon de gagner l'opinion publique, et si l'opinion publique balance, je suis quasiment certain que l'État va changer sa position. Très bien. Samer Ouagou, sur cette question, vous avez entendu Tahar Khelfoun. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai un avis un peu divergent de celui de Tahar. Moi, je pense, déjà, pour rebondir sur la déclaration faite par M. Glucksmann, député européen, déjà, in limine litis, je lui accorde l'entière paternité de ses propos. Il aurait été peut-être préférable pour lui d'intervenir, pour des gens qui gagnent 8 000 € par mois, il faut le rappeler au peuple algérien quand même, d'intervenir sur les questions d'islamophobie qui touchent la France. Voilà. Musulmans ou non, chacun a le droit d'avoir sa propre religion. Mais là, on parle de l'Algérie, on ne parle pas de la politique intérieure de la France. Ok. Moi, je pense très personnellement... vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît? La question, qu'est-ce que vous en pensez donc du rôle des puissances occidentales et aussi ce blackout sur les médias? Tahar Khelfoun a développé une analyse, une approche qu'on doit avoir, qu'il faut travailler donc sur l'opinion publique, et cette opinion publique peut exercer donc des pressions sur l'État. Moi, je rejoins Tahar dans le sens où il n'existe pas de communauté internationale. La communauté internationale, c'est l'apanage des grosses puissances. Il existe une société internationale dans laquelle il y a certains États dits souverains ou non et qui luttent pour leurs intérêts, pour des intérêts essentiellement économiques. Ce qui est un problème actuellement, c'est un problème d'intérêt. Les puissances occidentales luttent pour leurs intérêts. L'Algérie également a ses intérêts avec les puissances économiques régionales ou internationales. Moi, je ne pense pas, avec ce qui s'est passé déjà au niveau de la décennie noire qu'il y a eu en Algérie, ça n'a pas influé ici et là au niveau de l'opinion publique française. Je ne pense pas que ce qui se passe actuellement en Algérie puisse influer sur, sur la marche à suivre ou sur les consciences de... Il y a deux choses à différencier, donc comme vous le disiez, la France officielle, les institutions, et ensuite la majorité des Français, voilà, qui a son avis. Vous êtes d'accord par rapport à ce qu'il dit, Samer Ouagou, que ça veut dire l'opinion publique, en fin de compte, on peut y travailler, mais ça n'a aucune influence. Est-ce que vous pensez? Je crois que c'est efficace. C'est efficace parce que
si vous pensez que par le fait de la dénonciation de l'État, de la position de l'État français qui ne soutient pas, etc., ça c'est... Bon, d'abord, je pense que c'est très difficile, il faut le reconnaître. Je crois que Jospin disait quelque chose en 1999 qui, à mon avis, a du sens politique. Il disait... La France, concernant l'Algérie, est contrainte dans son expression. Quoi qu'elle fasse, elle sera critiquée. Ça, ils le savent. Les officiels français savent, quoi qu'elle fasse, de toute façon, elle sera critiquée par les uns et par les autres. Là, c'est un problème de l'État français. En ce qui nous concerne, nous, qui sommes ici en France comme soutien à ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, parce que si les gens s'arrêtent, nous, on s'arrête. Si à Alger, à Constantine-Oran, on s'arrête, nous, là, on est non seulement soutien, mais acteur. On voit aussi des marches chaque dimanche à Paris et d'autres villes. C'est tant mieux. Alors, on anime quelques conférences à Lyon et j'essaie de faire participer la Ligue des droits de l'homme, par exemple, le FO, les syndicats, la CGT, etc. Je crois que si Force ouvrière. Force ouvrière, les Ligues des droits de l'homme, quelques journalistes, des intellectuels qui sont un peu proches et qui viennent. Je sais qu'ils sont sensibles à la révolution en cours en Algérie. Ils sont sensibles, ils ne condamnent pas. Au contraire, ils soutiennent quand ils peuvent, ils soutiennent. Mais simplement, il faut absolument que nous, on soit à la hauteur pour leur expliquer les enjeux, pour expliquer un peu que l'intérêt de la France n'est pas de travailler avec une junte militaire, mais l'intérêt de la France, c'est avec la jeunesse qui prendra demain le pouvoir. Très bien. Je vous coupe juste une petite question. Est-ce que vous pensez qu'on a failli dans ce travail ? Ce n'est pas qu'on a failli, non, on n'a pas failli. Mais je crois qu'on gagnerait à travailler davantage ces aspects, de cibler précisément un certain nombre d'acteurs politiques en France qui peuvent, je crois, avoir de l'influence auprès des vrais décideurs. Si on s'arrête à la critique ou à la dénonciation, ce qui est peut-être nécessaire, non, je ne dis pas que c'est nécessaire, mais on gagnerait à travailler davantage avec, parce que d'abord, avec la France, il faut dire que les liens sont, je le disais, ils sont très forts. C'est le deuxième partenaire économique de l'Algérie après la Chine. C'était le premier partenaire il n'y a pas longtemps. Les liens, vous savez, il y a un Français sur 6 a un lien direct avec l'Algérie. Et un Algérien sur 7 a des attaches avec la France. On a pratiquement 5 millions de Français qui ont un lien direct avec la guerre d'Algérie, etc. Donc les liens sont très forts. Il y a plus d'Algériens à Marseille que dans toutes les capitales du monde arabe réunies. Donc il y a des liens humains extrêmement forts. Donc il faut qu'on fasse très attention et essayer de faire jouer nos atouts, notre intelligence, pour convaincre par nos arguments, et qui sont pertinents d'ailleurs, et on arrivera à convaincre la société française, les acteurs qui sont, si vous voulez, qui sont capables d'influencer, on peut effectivement les convaincre, et cela peut jouer un rôle très important auprès des décideurs. Mais si on s'arrête uniquement à la dénonciation de l'État parce qu'il ne nous soutient pas, je crois que bon, il faut le faire, mais c'est très insuffisant. Très bien. Adel Djebbar, je reviens vers vous par rapport à cette question. Quelle est l'approche exemplaire qu'on doit avoir, donc le peuple algérien, pour convaincre un peu les positions des États européens à soutenir donc ce mouvement en Algérie? Moi, je pense que la diplomatie internationale est basée sur deux choses. Un, les intérêts des États. Deux, la force. Si on le voit avec les États-Unis, ils interviennent n'importe où, quand quelqu'un leur casse la tête, ils vont lui casser les reins. Donc, je ne serai pas naïf pour aller jusqu'à demander l'intervention de ces États-là. Faire adhérer les peuples européens à nos revendications démocratiques et de liberté, oui, mais je ne pense pas que le peuple de France, aussi divisé soit-il, aussi impuissant devant les banques qui aujourd'hui ont le pouvoir dans cette oligarchie financière, puisse avoir un moment pour penser à nous. Moi, je suis de ceux qui disent nous n'avons besoin de l'intervention de personne et nous devons fermer la porte à tout le monde, y compris à ce député-là, parce qu'il ne nous ramène rien, bien au contraire, son intrusion sera considérée comme la main ou le pied ou la tête de l'étranger. Je me souviens que, je ne sais pas si je me trompe, son père était venu en 98 pour supporter la junte. Aujourd'hui, lui, il prend à contre-pied la position de son père, si c'est réellement le fils de ce Glucksmann, si je me souviens bien. Nous n'avons pas besoin de gens.
Les Algériens devront rester unis. Cette révolution est en train de se dérouler en Algérie. Si le huis clos qui est imposé par les médias, et on sait entre les mains de qui sont ces médias, et vous venez de subir une injustice flagrante de la part de cet État français qui a fermé arbitrairement, illégalement, la diffusion de votre chaîne. Adel Djebbar, juste une précision, ce n'est pas l'État français qui a fermé le Magharibiya, c'est Eutelsat, la société d'Eutelsat, bien sûr, qui est basée en France, mais ce n'est pas l'État français. Il faut bien le préciser. Et selon mes informations, actionnaire à hauteur de 30 ou 37%. Ne soyez pas naïfs pour dire que c'est une affaire commerciale, que c'est un contentieux commercial avec... Mais on ne peut pas aussi balancer des accusations à Adel Djebbar. Allez, je vous en prie. C'est une opinion personnelle, c'est ma lecture personnelle des faits. Je sais qu'aujourd'hui, la junte militaire algérienne a balancé des millions d'euros et de dollars pour recruter des lobbyistes au niveau du Parlement de Strasbourg, au niveau du Parlement de Bruxelles et au niveau de certains États. Il n'est pas normal qu'après 10 mois et 4 ou 500 millions d'Algériens qui battent le pavé de façon pacifique à 1000 km au sud de la France, il y ait ce blackout médiatique et ce mépris et ce déni de la réalité. Qu'on ne vienne pas me dire c'est une neutralité. Cette neutralité est extrêmement suspecte. Ça n'a pas empêché en dessous-main des contrats qui se font signer. J'ai appris que l'ENI et Total ont signé un contrat extraordinaire avec Sonatrach, parce qu'on vient de découvrir l'un des plus gros gisements de gaz offshore au large des côtes algériennes. Et c'est pour cela que la loi sur les hydrocarbures est passée à la hussarde. Il y a d'énormes intérêts. Le président Trump, que j'ai écouté il y a 15 jours, interpellé sur la situation de l'Algérie, du Liban et de l'Irak, aurait répondu de cette manière laconique. Il a dit « Nos intérêts sont avec les gouvernants. On s'en fout royalement des peuples. » Je vis depuis 30 ans en Occident. Je sais que si nous devons sortir de cette situation-là, nous devons compter sur nos propres forces, sur notre propre mobilisation, sur nos convictions révolutionnaires. Nous avons affaire à des gens qui sont avec nous en Algérie. Ils ne sont pas en Europe. Adel Djebbar, je m'excuse parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Dernière question, très rapidement. Quels sont les scénarios envisageables dans les semaines à venir, tout en sachant que la mobilisation est toujours intacte, mais aussi que le régime insiste sur sa feuille de route? Le pouvoir militaire est jusqu'au boutiste, jusqu'au bout des doigts et des ongles. Il va continuer à vouloir faire passer en force son élection présidentielle parce qu'il s'agit de sa survie. Ils sont en train de lutter pour sa survie. C'est pourquoi je dis la date du 12 n'est pas une date fatidique pour nous. Nous, la révolution continue. Elle ne doit pas être contenue dans des calendriers, dans des agendas qui sont imposés par le pouvoir. Je reviens sur un détail qu'il faudrait expliquer à nos concitoyens. Gaïd Salah, qui est dans l'outrance absolue depuis février ou mars, ne le fait pas de façon naïve. Les discours que lui confectionnent ces spin doctors obéissent à une logique extraordinaire. C'est une logique de manipulation pour laisser les Algériens aller dans la réaction. Mais les Algériens, c'est du génie. Ils ont dépassé ce stade de la réaction. Ils sont en plein dans l'action. Parce que la révolution, c'est l'action, pas la réaction. Et donc, le 12 ou le 52 février, rien ne change pour nous. Comme je l'ai dit, c'est un esprit, la révolution. Elle continuera jusqu'à la victoire finale. Merci. Si nous n'avions pas pu faire ce qu'ont fait ces jeunes Algériens, ces jeunes, c'est une génération numérique. Je l'ai tout le temps dit, derrière des rideaux tirés, ils sont en train de communiquer avec le monde. Merci Adel Djebbar. Merci Adel Djebbar, excusez-moi. Il ne me reste pas beaucoup de temps. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Samir Ougarmouz, dernier mot s'il vous plaît sur la même question. Quels sont les scénarios envisageables donc, pour les semaines, pour les mois à venir? On parle que le temps n'est pas déterminant dans cette révolution, mais aussi le régime joue avec ce temps. Pour rejoindre ce qu'a dit notre compatriote Adel Djebbar, moi je pense qu'une révolution, ça se fait par l'action et non pas par la réaction.
Quant au scénario, moi je suis assez sceptique et je me pose également des interrogations, comme tout le monde. Et je ne pourrais pas émettre une opinion ou un avis sur ce qui pourrait advenir les jours qui viennent. Pourquoi sceptique? Pourquoi? Sceptique parce qu'on voit qu'il y a quand même une jeunesse qui est assez déterminée, assez optimiste, un peu peut-être, si je m'abuse, un peu peut-être naïve, parce que comme M. Djebar le disait, les actions sont menées par la finance, sont menées par les armes, sont menées par la force. Et pourquoi naïve? Pourquoi naïve alors qu'on a vu quand même Tahar Khelfoun, Adel Djebar parle d'une intelligence extraordinaire de cette jeunesse et qu'elle comprend très très bien ce qui se passe non seulement en Algérie, mais aussi dans le monde. Moi je pense que toute personne détentrice d'une parcelle ou du pouvoir est amenée à vouloir la conserver et de quelque manière... de quelque manière qu'il soit. Donc ensuite, il y a peut-être une manière d'accompagner cette révolution, de vouloir peut-être lâcher un peu du lest, réorganiser la structure politique, réorganiser la démocratie ou le semblant de démocratie. Qui c'est qui va accompagner cette révolution? Tout le monde, tous les Algériens. Il doit y avoir les partis, la société civile, qui est très très importante, les associations, les Algériens, les Algériennes, les Algériennes également, c'est très très important. Parce qu'il ne faudrait pas cantonner que les Algériens. On le voit déjà avec l'ensemble des manifestations qui ont lieu dans l'ensemble des villes, que les Algériennes, de toute catégorie sociale ou socio-professionnelle soit-elle, sont partie prenante. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez important. On revoit ce qui s'est passé déjà avant la Révolution, avant 62, où les Algériennes quand même étaient des personnes assez courageuses et ferventes, où elles ont participé. Elles se sont éclipsées de la scène. On les revoit maintenant revenir, et c'est un point très positif. Ensuite, il y a les partis politiques, quels qu'ils soient, et également une partie les gens au pouvoir, les gens détenteurs. Même les partis qui ont été avec Bouteflika pendant les 20 dernières années, avec le régime, qui soutiennent encore le régime. Moi, je pense que toute personne a le droit d'exprimer ses opinions, que ce soit des gens de ce parti ou celui-là. Ils ont le droit d'exprimer leurs opinions, quelles qu'elles soient. Et oui, moi je pense que le changement doit se faire avec l'ensemble des parties prenantes. Il ne faut pas être naïf. Les gens qui sont actuellement au pouvoir, qui l'ont été, ne le lâcheront jamais. Et il y a un accompagnement qui doit se faire. Et l'accompagnement se fera en vertu, en fonction du rapport de force qui arrivera à s'imposer. Si vous êtes le plus fort, vous remporterez. Vous êtes faible, vous ne le remporterez pas. Tout simplement. Il ne faut pas être aussi naïf que de dire que le changement... que les situations où ce régime est éternel et que les Algériens ont pris conscience que leur destin est entre leurs mains. Qui avait sorti un article dans le journal qui a dit « Nul n'est éternel au pouvoir ». Moi, je partage cette opinion. Nul n'est éternel au pouvoir. Vous savez, nous, on passe à travers le temps. Le temps passe, ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons à travers le temps. Il y a des choses qui ne se savaient pas à l'époque, des secrets qui ont été cachés, qui vont émerger. Il y a une nouvelle scène politique avec de nouveaux acteurs politiques, des jeunes, de la société civile, des gens qui font partie du domaine associatif, c'est très très important, qui sont en train également d'apporter leur voix. Mais moi je suis assez sceptique, Monsieur Djoudi, moi je vous le dis, à Place de la République, je parle avec certaines personnes qui soutenaient indéniablement le cadre, la soumission au cadre, chose qui est interdite normalement en islam. Mais apparemment, je pense que la place de président de République, je pense que c'est une assez bonne place. Puisqu'il y a certains maintenant qui, à l'heure actuelle, qui se revendiquent du Hirak, qui se revendiquent de la société civile, et qui vous disent non, abat la dictature, abat telle et telle personne, alors que c'était que des personnes qui soutenaient le 3e, le 4e et même le 5e mandat, s'il y aurait pu avoir 5e mandat. Et moi, je dis au peuple algérien, ne soyez pas dupes. Organisez-vous, fédérez-vous, réfléchissez, et agissez comme bon vous semble. Très bien, mais je ne pense pas que les Algériens sont dupes. Tahar Khelfoun, dernier mot, s'il vous plaît, sur cette question. Quel scénario vous envisagez dans les semaines, dans les mois à venir? Est-ce que vous êtes sceptique, comme Semirou Gargouz, ou plutôt optimiste? Oui, alors je reviendrai juste deux mots sur la crise qui secoue notre pays. D'abord, il faut dire que c'est une crise qui est née des contradictions internes. Elle n'est pas née d'une contradiction à l'égard de l'étranger, elle est née des contradictions internes. Internes au sein du régime ou au sein de la société? Du régime, fondamentalement. Bien évidemment, il y a aussi des soubassements culturels, des archaïsmes, etc., qui existent dans notre société. Elle est née de ces contradictions internes. Et l'acteur principal pour résoudre cette crise, ce sont les Algériens eux-mêmes qui se battent. Nous, on est là, on soutient. Et pour permettre cette transition démocratique tant souhaitée par les Algériens,
nous avons des marges de manœuvre, c'est-à-dire de donner écho ici à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, ici, en Europe, en France, au sein de pratiquement les commissions des droits de l'homme en Europe, à l'ONU, tous les syndicats, ce sont des acteurs, ils agissent. Amnesty International, Women Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l'homme, j'ai fait passer des papiers, j'ai essayé de rédiger, etc., et d'envoyer. Il faut qu'on les saisisse, parce que ce travail-là, on est mieux placé. On ne dit pas qu'on est mieux placé que les Algériens de l'autre côté, mais en tout cas, puisqu'on s'y trouve, rien ne nous doit aujourd'hui. La semaine prochaine, il y aura un rassemblement devant le Parlement européen à Bruxelles. C'est extraordinaire. Ce genre de travail doit être multiplié. C'est en cela que je dis, nous, on peut donner de l'écho aux revendications des Algériens, puisqu'on est là. On peut donner de la visibilité à ce combat pour qu'il devienne plus visible et puis pour que l'opinion publique internationale puisse prendre conscience de l'utilité d'accompagner cette transition, enfin, si vous voulez, de peser de son poids pour permettre une véritable transition démocratique et non pas un renouvellement du régime sous d'autres formes. Pour le scénario, aujourd'hui, le régime s'entête à organiser cette élection présidentielle du 12, mais je crois que c'est un non-événement. Il faudrait que les Algériens le prennent comme un non-événement et de continuer la mobilisation de façon pacifique. Il y a un président ou pas, il faut absolument continuer à exiger la rupture avec ce régime et une transition démocratique au préalable, la libération de tous les détenus. Ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Très bien. Juste pour rappeler, Tahar Khelfoun, vous nous avez ramené un livre que vous avez écrit, Mélange en l'honneur de l'historien Gilbert Meignier, sous la direction de Tahar Khelfoun. Voilà, donc je vous le conseille. C'est un livre qui a été écrit par notre invité, Tahar Khelfoun, qui est juriste et écrivain. Je vous remercie, chers téléspectateurs, mes invités aussi, Tahar Khelfoun qui était avec moi, Samir Ougargouz, Badreddine Gerfa et Adel Djebbar depuis le Canada. Ce que je peux dire, c'est que le train a démarré le 22 février et personne ne pourra l'arrêter pour son chemin de la liberté. Bravo à l'arrêt.